Et salut à toi, très cher investisseur rentable, c'est Yann. Bienvenue dans Les Discussions Rentables. Les Discussions Rentables, une série d'interviews inspirantes pour passer à la vitesse supérieure dans l'immobilier. Avant d'accueillir notre invité du jour, tu peux rejoindre des milliers d'investisseurs immobiliers en cliquant sur le bouton s'abonner. Tu peux également réserver gratuitement ton exemplaire de mon livre. Le lien est dans la description. Ok, les discussions rentables, c'est maintenant, c'est parti. Et salut à toi très cher investisseur rentable, c'est Yann. Aujourd'hui on est dans les discussions rentables et aujourd'hui j'accueille un invité de Marc. Juste avant de te dévoiler qui c'est, comme d'habitude, tu trouveras tous les liens qui vont bien autour de cette vidéo ou de ce podcast et le bouton s'abonner pour rejoindre cette chaîne et rejoindre des milliers d'investisseurs rentables déjà ici avec nous. Alors aujourd'hui, j'accueille Claire. Salut Claire. Salut Yann. Écoute, merci d'avoir accepté cette invitation. Pour toi qui nous écoutes, Claire va se présenter, tu vas voir. Ça va être intéressant, on va apprendre des choses. Claire, est-ce que tu peux nous dire qui tu es et ce que tu fais dans la vie ? Avec plaisir, merci à toi de m'accueillir. Donc je m'appelle Claire, j'ai 29 ans, je suis clerc d'huissier de justice. Donc je pense que ça pourra intéresser certains investisseurs rentables maintenant et pas dans 20 ans, parce que c'est maintenant qu'il faut connaître toutes les petites choses du métier et j'espère pouvoir partager avec vous ces choses qu'on me demande à l'étude. Donc j'ai travaillé dans des petites villes, j'ai travaillé à Paris, j'ai une expérience dans tout ce qui est immobilier que je peux mettre à votre profit selon les questions que me pose Ryan. Bon, c'est nickel. Alors donc, clerc de notaire, clerc d'huissier. Alors c'est quoi la différence clerc d'huissier? On entend souvent clerc de notaire, on n'entend jamais clerc d'huissier. Est-ce que tu peux expliquer aux gens les différences? C'est le même travail, pas le même travail? Comment ça marche? Alors tout simplement, un clerc c'est le bras droit de celui qui est à l'étude. Donc si c'est un clerc de notaire, bien évidemment, il va assister le notaire pour tout ce qui est la rédaction d'actes, et peut-être ce qu'on connaît un petit peu mieux, et tant mieux d'ailleurs. Alors que le clerc d'huissier de justice, je suis la petite main derrière les dossiers, les courriers, les recherches. Bien évidemment, l'huissier de justice fait énormément, mais son gros travail, c'est sur le terrain, avec les propriétaires, les bailleurs, tout ce qui est les saisies, etc. Les choses également plus intéressantes comme les constats. C'est lui qui va sur les chantiers, qui fait des choses très très pratiques, beaucoup de terrain. Et puis le clerc d'huissier, il va rester à l'étude. Il est les yeux et les oreilles de l'huissier de justice. Je dois me tenir au courant des dernières choses qui sortent, dernières lois, tout simplement. Renseigner les personnes à l'étude, voilà. Je le représente un petit peu à l'étude, mais sans non plus prendre son travail, évidemment. Ok, c'est toi qui mets les mains dans le cambouis, qui rédige un certain nombre de choses, etc. Exactement. Ok, alors, déjà, je vais te faire 2-3 petites questions pour lancer un peu cette discussion. Qu'est-ce qu'on te demande le plus souvent, sur quelles problématiques tu travailles concernant l'immobilier, on va mettre de côté toutes les autres prérogatives de l'huissier parce qu'il y en a plein, mais concernant l'immobilier, à quoi tu es confronté le plus souvent ? C'est presque peut-être le cliché, mais c'est l'impayé du locataire. Et dès que j'ai un appel, quand on me dit j'ai un bien, je l'ai mis en location, mais mon locataire ne donne pas trop de nouvelles, il me paye un petit peu, pas tout le loyer, ou il ne paye pas du tout. Déjà, j'ai beaucoup d'empathie pour les personnes, donc j'ai très à cœur de les renseigner au plus proche de la réalité, d'être transparente avec eux, et puis surtout, je sais que je vais en avoir pour au moins 10 minutes, parce que c'est une problématique qui a l'air simple, mais il faut trouver pour chaque cas, finalement, le meilleur intérêt, qu'est-ce qui sera le plus rapide, et voilà. Et puis les propriétaires, ils veulent voir au-delà. Moi, je vais vous dire, il va falloir assigner, faire un commandement, mais bon, leur question, c'est, mais dans combien de temps est-ce que je retrouve mon bien? Quand est-ce que je peux le relouer? Dans quel état il sera? Donc, je dois dérouler toute la procédure d'expulsion, notamment en bail d'habitation classique, qui est assez longue, parce qu'elle est très protectrice du locataire.
tout à fait, ouais. Donc c'est normal que j'explique ça, hein. Ça rapporte pas à mon patron forcément quelque chose tout de suite, mais enfin bon, je pense que ça fait partie du travail et c'est normal d'expliquer. C'est parce que c'est très compliqué, je Ok, trouve. alors c'est vrai que les impayés de loyer, bah ouais, ça c'est un petit peu ce qui se présente le plus souvent pour toi. Est-ce que tu as une idée des stats nationales des impayés de loyer sur la totalité des locations? Je n'ai pas Non? d'idée particulière là-dessus. Ouais. Moi, Je trouve qu'il y en a toujours trop, mais oui, ouais, ouais, dis-moi. ouais. Bah, je sais que c'est. Enfin, si tu prends la totalité des locations, c'est quand même assez faible. Je crois que c'est moins Mm. de 5% des. Enfin, tout compris, c'est-à-dire et impayé et retard. Parce que souvent, on parle d'impayé, mais c'est un retard que d'un mois ou deux. D'ailleurs, Oui. on en parlera peut-être tous les deux sur les façons de faire. Mais je crois que c'est assez faible. Alors là, c'est vrai que euh, ce soir, pour toi qui nous écoutes, bah, tu vas flipper parce qu'on va parler que des pires cas possibles, quoi, finalement, hein. Parce que là, on C'est va vrai. parler expulsion, on va parler impayé de loyer, on va parler voilà, commandement, on va parler abandon de logement, etc. Donc, bon, blinde-toi un petit peu, toi qui nous écoutes, parce que sinon tu vas flipper, tu vas dire, Oui, mais avec beaucoup de bons conseils et notamment des conseils que tu donnes déjà, notamment tout ce qui est la trésorerie de précaution, un an de tranquillité, tout ça, c'est absolument vrai. Si tous les clients appliquaient ça, ça se passerait différemment. Et ah il y a bah, toujours des solutions pour essayer d'accélérer tout ça. Donc, si je peux apporter ça ce soir, avec grand plaisir. bah yes, carrément, t'as mis le doigt dessus. C'est souvent ce qui tue en fait les investisseurs. C'est pour ça que je mets vraiment l'emphase là-dessus sur l'année de loyer, l'année d'esprit tranquille, parce que ce qui tue les gens, c'est pas trop un impayé de loyer, quand bien même il arriverait, c'est que bah, pendant qu'il y a la procédure, parce que bon, on va le voir ensemble, mais il y a des moyens de récupérer les choses. Pendant qu'il y a la procédure, eh ben, il y a du différé, quoi. C'est-à-dire qu'il va falloir avancer des sous, et si t'as pas de trésor, bah, t'es mort. Ça, c'est clair et net. Est-ce que, tiens, Claire, tu investis toi-même? Pas encore, mais justement, c'est grâce à ça que je t'ai connue, j'apprends parce que j'ai très envie d'investir. J'ai déjà fait des visites, j'en ai qui sont programmées. Avec mon compagnon, on veut investir, donc c'est quelque chose qui me plaît énormément, mais je n'ai pas encore franchi le pas. Donc je pense que tu peux m'en apprendre beaucoup Eh là-dessus. eh ben écoute, on va partager le savoir alors, il n'y a pas de souci. Bon, alors, bah, première question. Alors, on parlait d'impayé de loyer. Alors, parlons de ça. Parlons de déjà le locataire qui commence à plus de payer. On arrive le 30, pas de loyer. On arrive le 5, pas de loyer. On arrive le 10, pas de loyer. Qu'est-ce que toi, tu recommandes de faire au début de la procédure? C'est-à-dire, voilà, comment tu réagis? Je pense qu'il peut tous nous arriver des accidents de vie, hein, ça c'est évident, ou que tu es payé plutôt le 5, peut-être que dans ton entreprise, ton employeur a eu un petit souci. Bon, la moindre des choses, évidemment, c'est de prévenir, mais bon, ça arrive rarement. Donc, essayer de le relancer, ton locataire, gentiment, à l'amiable. Tu essayes de passer un coup de fil, voir ce qui se passe. Bon, déjà là, tu as un premier feeling. Si tu sens que, il est évasif, qu'il répond pas, qu'il décroche pas, attends peut-être encore, allez, 48 heures, mais pas plus. Si maintenant tu sens que, il fait en sorte de payer au moins une partie, ou bon, ça vaut peut-être pas la peine de tout de suite aller voir un huissier de justice. Après, c'est une question de négociation, de feeling, je pense. Ouais, tout à fait. Moi, ce que je dirais, ce que j'essaye de pratiquer d'ailleurs dans la plupart des cas, c'est au début de laisser le bénéfice du doute aux gens. Comme tu l'as Tout à dit, fait. on ne sait pas ce qui peut se passer, les gens ils ont des difficultés, etc. Donc au début, déjà dans la façon de parler aux gens, tu sais, pas du partir du principe qu'ils payent pas, mais partir du Tout à principe, fait. voilà, qu'ils ont oublié ou qu'ils ont une difficulté et qu'on va régler le problème à l'amiable, c'est-à-dire voilà, soit ils payent tout de suite, soit ils payent la moitié et puis l'autre moitié dans 7 jours. Bon, ça permet au moins de récupérer une partie et puis tu te rends vite compte, comme tu l'as dit très justement, si le mec il est, enfin le mec ou la nana, il est dans une optique de pas te la faire à l'envers. C'est clair. Exactement. Voilà, Ok, exact. alors bon, admettons, encore une fois, on prend le pire des cas. Voilà, le mec te l'a fait à l'envers, tu sens que ça va pas du tout. Qu'est-ce que tu fais pour lui mettre la pression? Quel est le début de la procédure? Alors, je conseille de voir assez rapidement un huissier de justice. Tu lui remets une copie du bail, un décompte du ou des loyers et charges impayés, mois par mois. Ok. Et puis, tu lui demandes d'agir rapidement, évidemment. Donc, on peut commencer à parler de la procédure, hein. Donc, dans beaucoup de cas, dans les baux, notamment d'habitation, on va partir sur l'habitation, il y a une clause résolutoire dans le bail. Tout à fait. Donc, si tu as bien cette clause résolutoire, hein, c'est une clause type, mais enfin, bon, vaut mieux vérifier quand même qu'elle soit dans le bail.
tu amènes tout ça chez l'huissier de justice, et puis il va signifier au locataire, un terme compliqué, mais bon, qui n'est pas du tout, ce qui s'appelle un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Donc autrement dit, on demande au locataire de payer très vite à son propriétaire les montants indiqués sur notre décompte, parce qu'on inclut évidemment aussi les frais. Il faut que le locataire paye aussi les frais d'huissier au propriétaire qui va les avancer pour cette fois-là. Ok, donc le propriétaire avance les frais et le locataire le rembourse entre les mains de l'huissier. Et alors, il doit rembourser directement au propriétaire, parce que pour l'instant, on n'a pas d'autre procédure. Donc, c'est comme un avertissement, si tu veux. Okay. Mais qui a quand même un effet qui va résilier le bail si, au bout de 2 mois, il n'a pas réglé. Alors, s'il règle une partie, c'est comme s'il n'avait pas réglé. Le bail est résilié. D'accord, ok, ouais, d'accord. Alors ça, c'est intéressant. Parce que souvent, on essaie de demander aux gens un plan d'appurement, etc., de régler une partie, mais tant que la totalité n'est pas réglée, la procédure continue. Tout à fait. Le bail est résilié. Faites attention parce que la procédure de résiliation de bail d'habitation est vraiment longue. Donc voilà, vous laissez le bénéfice du doute, comme on disait, une dizaine de jours, 15 jours. Si vous voyez que ça ne va pas, donnez tout de suite l'affaire à l'huissier. Après, j'ai aussi vu des cas où des locataires vont payer au bout de 1 mois et 29 jours, tu vois. Mais bon, ça, il ne faut pas être dupe. Je veux dire, les tribunaux le comprennent parfaitement. Bon, ça marchera une première fois, tant mieux. Si c'est un seul incident de paiement, bah écoute, toi c'est ce qui te va, et puis le locataire c'est tout bon aussi. Maintenant, si c'est un locataire qui refait ça tous les 2 mois, c'est pas un problème, même s'il est à jour de ses loyers, tu peux quand même demander la résiliation du bail, parce que payer ses loyers, ses charges en temps et en heure, c'est une obligation du locataire. Ok. D'accord, donc si je résume, toi qui nous écoutes, vérifie bien que dans le bail il y a la clause résolutoire. En gros, la clause résolutoire, ça veut dire que s'il ne paye pas, le bail est résilié. Voilà, donc vérifie bien sur les baux que tu trouves. Si tu es client de mes formations, moi les baux que je fournis, elle y est bien. Après, il faut faire attention. Bon, théoriquement, maintenant, avec les baux types qu'on trouve, les baux types allure, la clause y est, mais il faut bien vérifier. Alors, si elle n'y est pas, tiens, petite parenthèse, si elle n'y est pas, comment ça se passe ? Si elle n'y est pas, c'est pas un problème. Tu vas directement devant le tribunal. Et d'ailleurs, c'est une petite astuce que je peux donner aux propriétaires. Passez un coup de fil au tribunal d'instance, donc du lieu où se situe votre immeuble, donc votre appartement ou votre immeuble. C'est ce tribunal d'instance-là qui est compétent. Et vous demandez quand est-ce qu'aura lieu la prochaine audience pour demander une résiliation de bail. D'accord. S'il te dit dans 3 mois, je peux vous donner une date d'audience, allez directement, même si vous avez une clause résolutoire, allez directement chez un avocat ou un huissier de justice qui vous rédigera une assignation. Pourquoi ? Parce que si tu calcules le délai des 2 mois laissés au locataire quand tu fais le commandement visant la clause résolutoire du bail, et que tu rajoutes les 2 mois minimum qu'il faut entre la date d'assignation du locataire, donc de convocation, et la date de l'audience, là, tu es déjà plus de 4 mois. Donc parfois, le commandement, c'est pas forcément la solution, et ça, tout le monde ne le sait pas. Ah oui, c'est intéressant ce que tu dis là, parce que en fait, au bout du commandement de payer, donc au bout des 2 mois, si le locataire paye pas, c'est à ce moment-là que tu la signes, parce que si tu as la clause résolutoire, le bail, il est nul de plein droit, on est d'accord ? Oui, tout à fait, il sera résilié en fait de plein droit, d'office. Tu n'as rien besoin de faire, juste l'écoulement du temps va résilier tout seul le bail. D'accord, donc là, à ce moment-là, le locataire, il est occupant sans droit ni titre. Exactement, mais tu vas quand même devoir, à ce moment-là, au bout des 2 mois, prendre une date d'audience. Et oui, pour le. Oui. Voilà, donc après ça dépend, par exemple à Paris, il faut clairement, je pense, de ce que j'en avais vu en tout cas quand j'y avais travaillé il y a quelques années, le commandement clause résolutoire est important parce que vous allez pouvoir demander une date d'audience en référé, donc c'est-à-dire en urgence. D'accord. Et là vous avez des dates un peu plus proches que si vous assignez au fond, donc c'est-à-dire sans passer par le commandement. Donc à Paris, je pense qu'il n'y a pas de discussion, mais en province, ça dépend des villes.
Donc d'où l'importance, encore une fois, de faire appel à des professionnels dès que tu as un truc comme ça qui sort de l'ordinaire, je le rabâche souvent, faut faire appel à des pros. C'est pas de l'argent jeté par la fenêtre. Tiens, d'ailleurs, on parlera tout à l'heure, Claire, de combien coûte la procédure, mais c'est pas une dépense, c'est un investissement limite. Parce que si tu fais n'importe quoi, regarde, là tu viens de nous mettre le bon exemple sous le nez, tu peux perdre plusieurs mois. Et plusieurs mois, c'est plusieurs mois de loyer perdu, et c'est aussi plusieurs mois pendant lequel ton crédit... De rentabilité perdue. Ouais, de rentabilité, et puis ton crédit continue à courir, quoi. Donc tu te mets en difficulté. Et si en plus t'as pas assez d'argent de côté, t'as pas ce matelas de sécurité dont on parlait tout à l'heure, tu peux vite être dans la merde. Alors ok. Alors bon, admettons, la procédure continue, on arrive à résilier le bail, enfin le bail devient résilié finalement au bout de ces 2 mois-là. Donc on va à l'audience, c'est ça, on va au tribunal. Tout à fait. Alors, tout à fait. En fait, d'abord, il faut demander une date d'audience au tribunal. Ok. Il faut quand même, le greffier vous donnera quand même un délai suffisant. Pourquoi ? Parce qu'il va convoquer le locataire. Donc, il envoie le tribunal, le greffier envoie un recommandé au locataire pour le convoquer. Il faut vous présenter à telle date avec votre propriétaire pour le litige sur les loyers impayés. Mais ce qu'il faut bien savoir également, c'est qu'en matière d'habitation, et là on commence avec tout ce qui est les protections du locataire, il faut également que le préfet, les services de la préfecture, soient avertis 2 mois avant la date de l'audience qu'il y a ce litige-là. Ok. Donc on est déjà à 2 mois plus 2 mois minimum. Ouais, donc on est à 4 mois minimum, ouais. Ok. Et sachant qu'il peut également y avoir un autre souci, alors je ne veux pas vous faire peur les propriétaires parce que ça arrive rarement, et puis moi ma réalité elle est peut-être aussi un petit peu ah bah oui, toi tu vois le pire, c'est différente, sûr. Parce que voilà, je vois le pire, mais bon, c'est pas toujours le cas, c'est rare quand même. Parfois le locataire ne va pas chercher son recommandé, donc il va falloir que vous alliez chez l'huissier demander la convocation par huissier, parce que le locataire soit rencontré en personne ou pas, ça prend date au jour où l'huissier de justice était sur place. Ah oui, ça m'est arrivé, oui. Un locataire qui va pas chercher à les recommander. Par contre, quand tu fais c'est un exploit d'huissier, c'est ça, hein. Exactement. Donc l'huissier se déplace et que le locataire soit là ou pas, là ça vaut par contre. Tout à fait. Ok, donc ça, encore une fois, l'importance d'être encadré par de bons huissiers, de bons clercs, de bons professionnels qui sont capables de t'expliquer tout ça quand t'es dans ce moment-là. Parce que là, on parle comme ça, tranquille, mais quand ça t'arrive, t'es beaucoup moins calme et... Exactement, pas très serein, et t'as besoin d'être épaulé par un professionnel, ce qui est tout à fait normal. Et d'ailleurs, si vous êtes... sympathique et que vous ne prenez pas non plus X minutes à l'huissier de justice ou au clerc, souvent il vous recevra bien volontiers même 5 minutes sans vous facturer quoi que ce soit. Alors après, n'allez pas dans les études demander plein de consultations juridiques parce que c'est normal aussi d'être payé, mais demander un petit conseil par téléphone ou voilà, 5 minutes, c'est sans problème, avec plaisir. Ouais, c'est vrai que toutes ces professions juridiques sont un peu mal aimées, entre guillemets. J'ai un ami avocat qui me disait la même chose. On a du mal à faire des consultations de conseils parce que les gens ont peur que ça coûte 400 €, quoi. Alors que bon, non, même une consultation payante avec un avocat, on est plus à 150-200 qu'à 400. Bon, sauf si tu vas voir Gilbert Collard, hein, mais c'est le premier nom qui me passe, hein, y a pas de... mais voilà, donc voilà. Bon. Ok, alors, bon, on arrive enfin à emmener ce locataire. Alors on est d'accord que, par contre, si une fois que le bail est résilié, il prend peur et il s'en va, tous ces délais, on les a pas, hein. Alors, tous ces délais, on ne les a pas. Autre conseil, pour qu'on ne vienne jamais vous reprocher quoi que ce soit en tant que propriétaire, essayez d'obtenir un écrit disant que le locataire part. Pas évident, mais bon, vaut mieux vous protéger. Si vous arrivez à faire l'état des lieux de sortie, c'est super. Essayez d'avoir aussi, évidemment, les clés. Ouais, lui faire signer un truc qui dit qu'il s'en va, quoi. Voilà, exactement. Mais c'est sur un bout de papier, même si c'est c'est pas très propre et tout. C'est pas grave. Ayez un écrit signé de sa main. Tiens, Jean, question subsidiaire. Est-ce que les mails, ça vaut ? C'est mieux que rien. Ouais, ça peut être une preuve, un mail ? Ça peut être une preuve. Après, encore une fois, il faut faire attention parce que le juge, si jamais il y a une procédure, le juge a un pouvoir souverain d'appréciation. Donc, c'est-à-dire que si lui, il estime que ça ne suffit pas, ça ne suffit pas. S'il estime que c'est bon, c'est bon. Ok. Mais bon, c'est toujours mieux que rien. Ça marche. Donc, ok, bon, alors on repasse sur le pire du pire qui peut arriver. On arrive au tribunal. Qu'est-ce qui se passe ? Au tribunal, donc, vous arrivez dans la salle.
le juge vous appelle pour l'affaire, hein, mais il a déjà vu les pièces auparavant. Donc il invite les personnes à s'exprimer si il y a quelque chose de particulier à rajouter. Hein. Bon, en général, de toute façon, vos demandes, elles sont faites par écrit. Donc le juge sait déjà ce que vous allez demander. Alors il est très important de savoir qu'un autre avantage du commandement, c'est que le juge, il va être obligé de constater le jeu de la clause résolutoire. Donc c'est-à-dire que finalement, il n'a pas vraiment de pouvoir d'appréciation. Le bail, il est résilié, point. Il est obligé de le constater. Ok. Il faut bien que vous demandiez l'expulsion du locataire, donc celui qui est officiellement sur le bail, mais également de tout occupant de son chef. Parce que vous savez pas, est-ce que Marie est dans les lieux, est-ce que Jean est dans les lieux, est-ce qu'il y a carrément juste quelqu'un qui est un ami lointain, ou je ne sais pas. D'accord. Ça, vous pouvez pas savoir. Donc ça, c'est important. Vous demandez également que le locataire soit condamné au paiement des loyers et des charges impayées, donc vous refaites un décompte à jour, et également la caution. Si vous avez eu la chance d'avoir une caution, n'oubliez pas de demander également qu'elle soit condamnée. Hein. Ah bah oui, ça c'est important. Oui. Alors la chance d'avoir une caution, non, Claire. Il faut avoir une caution. C'est vrai. Il faut avoir un dépôt de garantie. Alors souvent on dit caution. Alors, je me suis déjà fait reprendre par des collègues, entre guillemets, qui me disaient on dit pas caution, on dit dépôt de garantie. Donc dépôt de garantie. Faites en sorte d'avoir un dépôt de garantie, ça c'est clair. C'est clair. Tout à fait. Et une personne aussi, une caution personne physique qui garantisse le paiement. Par exemple, pour l'étudiant, ça va être son père ou sa mère ou ce genre de choses. Tout à fait. Les deux. Si vous pouvez voir les deux, alors là, c'est l'idéal. C'est magnifique. Ok. Alors, bon, la personne est condamnée. Admettons que de toute façon, le juge, il n'a pas 50 solutions. Au bout d'un moment, la personne ne paye plus, le bail, il est... Oui. Bon, voilà, la personne va être condamnée, non ? Tout à fait. Il est donc condamné à quitter les lieux. Donc, vous avez la décision... Selon les tribunaux, ça dépend, soit dans les jours qui suivent, soit dans les semaines qui suivent. Donc, une fois que vous obtenez la décision, allez tout de suite la donner à l'huissier de justice. Il va la porter officiellement à la connaissance de votre locataire, qui aura soit 15 jours, soit 1 mois pour la contester. Devant le tribunal, demandez également que votre décision... Alors ça s'appelle soit assortie de l'exécution provisoire, mais autrement dit, ça veut dire qu'elle soit exécutoire immédiatement, parce que c'est pas forcément le cas. Donc demandez-le aussi. Hein. Comme ça, l'huissier de justice, en même temps qu'il signifie, il lui fera commandement de quitter les lieux. Donc ça veut dire, allez, maintenant, top départ, il faut partir, il faut faire les valises. Et là, il a 2 mois, de nouveau 2 mois, pour quitter les lieux. Alors voilà pourquoi les procédures sont très longues, parce que voilà, faut signifier, après il y a 1 mois pour contester, après il y a 2 mois pour quitter les lieux, etc. C'est pour ça qu'on dit que les procédures d'expulsion sont longues. Et tu l'as dit, faut attendre le papier. Attends, je voulais te demander, pendant l'audience, t'es obligé d'être assisté d'un avocat ou alors l'huissier... Pas du tout. Alors l'huissier de justice n'a pas le droit de représenter devant le tribunal d'instance de manière générale. Tu peux prendre un avocat si tu le souhaites. Tu peux y aller en personne ou te faire représenter par des personnes limitativement énumérées. Donc ça va être typiquement tes ascendants, donc père, mère, grands-parents, pourquoi pas, tes descendants, ton conjoint, ton partenaire de Pacs, etc. Ça peut être différentes choses. Dans le doute, de toute façon, vous appelez au tribunal d'instance, ils sont là pour vous renseigner et posez-leur toutes les questions. Ils sont là pour ça. Ok, de toute façon, admettons que tu veuilles pas prendre d'avocat parce que là, pour le coup, tu es en bout de procédure et puis tu n'as plus de trésor, etc. Le juge, il va pas te poser 50 000 questions, j'imagine. Ah, pas du tout. Pas du tout, parce que ce sont des dossiers pas forcément très compliqués. Je veux dire, voilà, le juge, il voit que tu as présenté ton décompte des impayés, que tu es quelqu'un de correct, que tu as un bail. C'est tout. De toute façon, ta demande, elle est faite par écrit. Hein. Si vous souhaitez... avoir peut-être un récapitulatif, Yann, je peux inviter les auditeurs à se rendre sur mon blog, puisque j'ai fait vraiment un récapitulatif de ce que vous devez demander avec les termes juridiques. Il s'appelle https://recouvrement-facile.com. Ok, recouvrement-facile.com, je te mettrai le lien autour de ce podcast ou de cette vidéo, suivant si tu es sur YouTube ou ailleurs. Voilà, donc vous n'oublierez rien. Vous obtiendrez une décision de justice efficace qui vous aura économisé des frais d'avocat et fait gagner du temps.
Ok, ça marche. Bon, alors de toute façon, tout ce dont on va parler ce soir, j'imagine qu'on peut retrouver la majeure partie des choses sur ton blog. Donc, les gens qui sont intéressés, qui sont dans cette situation ou qui veulent en apprendre plus, parce que c'est très bien d'en apprendre plus, eh bien, on mettra le lien de ton blog. Et puis là, on est sûr qu'on est sur des informations, c'est ton quotidien. Hein. Donc, on est sur des Tout à fait. informations fiables et solides. Tout à Ok, fait. alors on retourne dans le futur. Donc on a la décision du juge, on a attendu le temps qu'il fallait, on a les deux mois, etc. On arrive le jour où le locataire est censé être dehors. S'il est toujours pas dehors, qu'est-ce qui se passe? Alors, l'huissier de justice va quand même faire, bien évidemment, sauf s'il a une instruction contraire du propriétaire, hein, je veux dire après, gardez bien à l'esprit que si vous arrivez vous-même à récupérer les clés ou ce genre de choses, c'est très bien, hein, il n'y a aucun problème. Peut-être essayer d'avoir des bons contacts avec les voisins, les gens de l'immeuble pour voir s'il est parti. Parce qu'à partir du moment où le commandement de quitter les lieux a été délivré, si vous pensez, si vous avez quand même des indices permettant de penser que le locataire est parti, enfin d'ailleurs à ce niveau-là il est même occupant sans droit ni titre, donc si l'occupant est parti, plus vu dans l'immeuble depuis X semaines, quelqu'un l'a vu déménager, sa boîte aux lettres est pleine, vous devez le dire à l'huissier de justice. Ne laissez pas courir la procédure. Dès que vous avez du neuf sur le locataire, appelez l'huissier de justice. Il Ouais, a le tout au droit long de de la faire, procédure, de toute façon. Hein. tout à fait, à Oh, tout moment de la procédure. ouais. Il a le droit de faire ce qui s'appelle une reprise du logement. Voilà, mais sachant qu'il a le droit d'ouvrir, si effectivement il voit qu'à l'intérieur il n'y a quasiment plus rien, que voilà, il n'y a pas de victuailles, les plantes elles sont desséchées, il n'y a pas de papier d'identité, il n'y a pas de lit, bon bah voilà, là il n'y a pas trop de doute possible, on reprend le bien, on n'a pas besoin d'attendre jusqu'à la fin de la procédure. Ok, donc ça c'est si le locataire a abandonné, enfin le Voilà, locataire ou le plus locataire a abandonné tout le à fait, logement. tout à fait. Ok, Par contre, s'il est dans les lieux, là, l'huissier de justice se présente sur place, il va essayer de le rencontrer, donc il va passer plusieurs fois hein, à différents moments de la journée, et puis il va essayer de le rencontrer. Après, il va pas passer non plus 15 fois, hein, mais il va essayer de le rencontrer, de voir avec les voisins, etc. S'il le rencontre et que c'est déjà arrivé, hein, et que l'occupant lui dit, enfin votre ancien locataire, votre locataire dit, bah moi il faudra me sortir avec la police, c'est du déjà vu. Bon bah là, immédiatement, il faut qu'il en rende compte, l'huissier de justice, au service du préfet. Et il va demander le concours de la force publique pour faire l'expulsion. Maintenant, si c'est une personne qui dit voilà, je suis encore dans les lieux, mais je viens vous rendre les clés la semaine prochaine, bon bah bingo, bonne nouvelle. Et il y a des huissiers de justice qui arrivent, qui sont vraiment très consciencieux et qui font vraiment en sorte de vous récupérer le bien rapidement. Si vous arrivez à les identifier dans votre région, une fois que vous l'avez trouvé, ne le lâchez plus. ok. Alors tiens, est-ce que tu as un conseil pour choisir son huissier, tant qu'on y est? Alors, Parce que bah, là vous c'est pouvez. compliqué, c'est plus par recommandation je pense, non? Oui, oui, voilà. Bah déjà, si un huissier de justice, quelqu'un de votre entourage a eu affaire à un huissier de justice, vous pouvez lui demander conseil. Après, passer un coup de fil, vous sentez déjà un petit peu l'ambiance. Par exemple, dans mon étude, la qualité, c'est très important. Nous, on n'est pas forcément sur les grosses quantités. Par contre, le dossier, il va être traité vraiment de fond en comble. On essaye de connaître la situation du locataire. Est-ce qu'il a des enfants ou pas? Est-ce qu'il travaille ou pas? Parce que selon le cas, après, la préfecture, elle nous appelle aussi parfois. Ah oui, mais dans ce cas-là, ce monsieur, qu'est-ce qu'il fait? Ah bah c'est sûr que si c'est quelqu'un qui travaille, qui a un revenu et qui paye pas parce qu'il préfère s'acheter d'autres choses plus intéressantes que de payer son loyer, le concours de la force publique sera bien plus vite accordé que si c'est évidemment une maman qui est toute seule, qui a 3 enfants, voilà. Ça, ça c'est clair. Hein. Ok, Donc ok. très important pour l'huissier de justice aussi de connaître le locataire. Ouais, tout à fait, ouais. Et là, on voit, tu vois, plus on parle alors du pire, hein, encore une fois, je veux le préciser, on parle du pire. Hein. Je veux te dire, moi, ça m'est arrivé une seule fois, et encore la fois, je raconterai après, la fois où ça m'est arrivé, je l'avais cherché, entre guillemets, mais j'en parlerai après. Euh, on parle encore une fois du pire, mais c'est vrai qu'il faut le savoir, c'est important. Euh, euh, je pense que tu vois, on voit encore une fois l'importance de choisir son locataire. Alors bien sûr, c'est pas marqué sur la tête des gens si ils vont te la faire à l'envers, si ça va être des voleurs, etc. Mais dans tous les cas, en choisissant du mieux possible son locataire, on arrive quand même à faire tourner les probabilités dans le bon sens, quoi. C'est Tout à sûr fait. que quand tu donnes des appartements qui sont en bon état, rénovés, peut-être même un peu plus chers que le marché, voilà,
à des bons profils que tu as pris le temps de rencontrer et de parler avec eux, tu as beaucoup moins de chances d'avoir des impayés et ce genre de procédure que sur des appartements un peu limites. Tu as d'ailleurs, j'imagine, ah ouais, mais toi tu vas peut-être pas trop sur le terrain, mais est-ce qu'il n'y a pas plus justement de problèmes d'impayés, etc., dans des ruines, dans des trucs insalubres, dans des trucs dégueulasses, que dans des trucs neufs et jolis? Tout à fait. Bah, d'ailleurs, c'est vraiment un des gros arguments qui m'a fait accrocher sur ton travail, sur ton blog, c'est que la qualité, mais c'est un cercle vertueux, c'est clair. C'est clair. Les procédures d'expulsion que je vois, mais ça m'étonne même pas finalement. Ouais, voilà, on est Ok, d'accord. c'est un petit peu délabré, parce que souvent, voilà, il y a des gens qui vont un petit peu détruire ou laisser deux, trois affaires, bon. Mais vraiment, 90% des dossiers que je vois, je dirais, c'est pas jojo, hein. C'est pas très joli, hein. Et ouais, c'est pour ça qu'il faut pas être un connard et faire du marchand de sommeil. Exactement, exactement. Quand on respecte les gens, en général, ils te respectent. Alors bien sûr, sauf cas particulier, mais si on est sur Voilà. 5% de problème, et ben franchement, si tu fais du bon boulot, toi, en tant que bailleur, eh ben, t'es même plus à 5%, mais t'es à 0,5. Alors tiens, pour toi qui écoutes, parce que tu te dis, ouais, mais ça t'est déjà arrivé, etc., je vais vite fait parler de ce qui m'est arrivé à moi. En fait, je fais aussi, tu sais, de l'achat-revente, donc sous le statut du marchand de biens, et j'avais acheté un immeuble, en fait, avec des locataires en place. Je crois qu'il y avait, alors de mémoire, il devait y avoir 6 lots, et il devait y en avoir 2 ou 3 de loués. Et un des lots était loué par une locataire qui ne payait plus depuis. Elle devait 14 000 euros, tu vois, donc ça devait faire 2 ans qu'elle payait plus. Il n'y avait pas de procédure, il n'y avait rien. Enfin, elle devait 14 000 euros à la fin de la procédure avec tous les frais et tout. Il n'y avait pas de procédure, il n'y avait rien en place. Le propriétaire vendait, et bien sûr, nous, je dis nous parce que j'étais avec un associé, on était deux, ça nous a permis de négocier énormément le prix en disant bah voilà, ok, on va prendre tous les risques, il y a un locataire qui paye plus, on va gérer la procédure, par contre, voilà. Donc c'est la seule fois où ça m'est arrivé. Tout le reste des fois, ça m'est jamais arrivé, je veux dire, tu fais quelque chose de bien, de propre, tu diminues quand même tes chances à ce qu'il y ait un problème. Et cette histoire-là, justement, on était dans le cas dont on a rapidement parlé, on va peut-être un peu le creuser, quand le locataire a abandonné son logement. Parce que, tu me corriges si je me trompe, je crois que toi, en tant que propriétaire, même si tu as un double des clés, on a tous des doubles des clés de nos appartements, déjà, tu n'as pas le droit, théoriquement, Exact. et tu n'as surtout pas le droit de rentrer. Exactement. Alors j'ai vérifié quand même avant l'entretien les peines que tu peux encourir. Donc ça s'appelle de la violation de domicile. Si tu rentres dans le logement et que ton locataire il t'a pas donné congé, il t'a pas remis les clés, donc ça peut aller jusqu'à 1 an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Donc ça vaut vraiment pas le coup de le faire. Je vous le déconseille fortement. Ça vaut pas le coup, sachant que tu prendras pas la peine maximale, mais au moins devant un tribunal, si tu vas à la procédure, le juge il va dire attendez, là ça fait un point de moins pour toi si tu fais ça, ça c'est clair. C'est ça, et puis s'il y avait des affaires dedans du locataire qui était parti, alors il revient vous voir 2, 3 mois après. Ah mais attendez, moi il y avait un ordinateur, il y avait mes papiers d'identité, même si c'est faux. Ouais. Mais le juge, il va dire ouais, vous n'avez pas donné congé, le domicile c'est très protégé, le locataire est très protégé, faites très attention. Ok. Alors moi, ce que j'avais fait dans cette procédure, alors on était passé par un huissier, etc. Ce qu'on avait fait, Oui, c'était un constat d'abandon. Tu peux nous en parler de ça? exactement, c'est ce qu'il faut faire. Donc pareil, hein, dès que vous n'avez plus de nouvelles du locataire qui vous paye pas, il vous répond pas, allez essayer d'aller sur place, hein, le rencontrer en restant tout à fait correct. Allez taper chez les voisins, essayer de savoir est-ce que vous l'avez vu récemment, est-ce que voilà, vous dites je m'inquiète pour lui, voilà, les gens ils comprendront, il n'y a pas de problème. Si vous voyez pareil que la boîte aux lettres elle déporte de courrier, ce genre de choses, bon, il y a de fortes chances qu'il soit parti. Donc vous allez voir un huissier de justice, toujours pareil, hein, avec le bail d'habitation, loi de 89, il faut également que vous lui fassiez une petite lettre à l'huissier de justice en disant voilà, mon voisin m'a confirmé qu'il ne l'a plus vu depuis quelque temps, sa boîte aux lettres est pleine. Si vous arrivez à obtenir une attestation ou deux des voisins, c'est très important, joignez-la au dossier de l'huissier, ça sera très important pour la suite, vous allez comprendre. L'huissier de justice va signifier une mise en demeure. Donc il va demander à votre locataire de justifier qu'il occupe le logement sous le délai d'1 mois. Donc il a 1 mois pour se manifester officiellement auprès de l'huissier de justice ou auprès du propriétaire en disant voilà, je vous confirme que je suis dans les lieux, par exemple je vous présente une facture d'électricité, de téléphone, voilà, je suis bien dans les lieux, mais bon, je paye pas. Bon. Si par exemple c'est ça, ou qu'il était en vacances ou que sais-je, là vous repartez sur une procédure
comme Classique. on a parlé avant. Mhm. Voilà. Par contre, si au bout d'un mois, on n'a toujours pas de nouvelles, là, l'huissier de justice a le droit de rentrer dans les lieux, mais sans le propriétaire, avec l'assistance donc de la force publique ou de témoins, pour faire simple. Donc, il va rentrer dans les lieux et là, il va chercher des indices factuels. Ça va être, comme ce que je disais avant, est-ce qu'il y a de la nourriture dans le réfrigérateur? Est-ce qu'il y a des documents récents? Est-ce qu'il y a, je sais pas, sa pièce d'identité? Est-ce qu'il y a des biens de valeur? Les plans sont desséchés? Le siphon des toilettes, est-ce qu'il est sec? Ce genre de choses. Est-ce qu'il y a des toiles d'araignée? Donc, c'est pas très glamour, mais bon, s'il arrive à établir qu'effectivement le locataire a quitté les lieux, donc il fait un constat d'abandon du logement, et ensuite la procédure peut dérouler. Par contre, à l'inverse, je préfère quand même le dire aussi, si il rentre dans les lieux, il voit que c'est habité, je sais pas, il y a des animaux, le frigo est plein et tout, il faut qu'il referme tout de suite. Hein. Là, c'est pas la peine. Hein. On part également sur l'autre procédure. D'accord. Donc là, il faudra un serrurier. Il faudra un serrurier. Ah oui, surtout, ne dites pas à l'huissier de justice que vous avez un double des clés. Hein. Malheureusement, c'est le ça jeu. Que je voulais te faire dire. Voilà, tout à fait. Mais après, un bon huissier de justice a un bon serrurier qui, le cas échéant, peut crocheter sans forcément casser tout le barillet, toute l'huisserie, évidemment. Hein. Il changera simplement la serrure, mais voilà, ça ne sera pas très très cher. Il ne va pas forcément tout vous casser. Okay. Donc, avec ce constat, l'huissier de justice va faire une demande au tribunal qui s'appelle une requête, en termes juridiques, mais enfin bon, c'est une demande, où il dit voilà, le propriétaire m'a dit qu'il n'a plus de nouvelles, voici des attestations des voisins, qui également eux n'ont plus de nouvelles, voici également mon constat dans lequel j'ai constaté l'abandon des lieux, parce qu'il n'y avait plus ci, il n'y avait plus ça, je vous demande de résilier le bail, et également de condamner le locataire à payer l'arriéré de loyer de charge, qui ne vous a pas réglé. Okay. Donc vous pouvez faire 2 en 1. Est-ce que ça va plus vite? Ah bah ça va clairement plus vite, hein, parce que quelqu'un qui est parti, il n'y a plus besoin de le protéger. Donc vous obtenez la décision, vous la portez à la connaissance par l'huissier de justice de votre locataire. Il a 1 mois pour contester, et au bout d'1 mois, s'il n'y a pas de contestation, vous pouvez reprendre votre logement. D'accord, donc on est sur une procédure tout compris du début à la fin qui est plus aux alentours de 6 mois. Voilà, voilà, exactement. Ça, plutôt qu'un an et demi en gros. Ah oui, tout à fait. Alors c'est une procédure justement qui est assez récente parce que justement les procédures d'expulsion ça prenait beaucoup trop de temps, il y avait beaucoup de cas où les gens étaient tout simplement partis. Tout le monde le savait, hein. Par exemple la CAF le sait puisque les demandes d'APL sont faites pour la nouvelle adresse, mais bon... derrière, tu n'as pas de communication entre les administrations, donc tu avais des propriétaires qui étaient vraiment dans la grosse difficulté à cause de ça. Donc cette procédure a été créée et je pense que c'est vraiment une avancée pour les propriétaires. Complètement. Alors nous, on avait utilisé cette procédure et c'est vrai que ça avait été plus rapide qu'une expulsion classique. Toi qui nous écoutes, si jamais un jour ça t'arrive, déjà, je te le souhaite pas, mais voilà, pense à ça, si ton locataire... Puis souvent, en plus, au début de la procédure, tu me dis si je me trompe, mais vu que le locataire commence à recevoir vraiment des courriers d'huissier, etc., qui font bien peur, c'est souvent, entre guillemets, qui décide de se barrer sans rien dire à personne. Exactement. Et à ce moment-là, si tu t'en rends compte, tu peux mettre en place cette deuxième procédure d'abandon de logement, constat d'abandon, et gagner du temps. Tout à fait. Tu peux nous dire 3 mots sur la trêve hivernale ? Oui, donc la trêve hivernale, c'est ce qui est également une mesure protectrice évidemment du locataire. Hein. On ne doit pas mettre les gens dehors quand il fait froid, mais c'est aussi une mesure du coup qui va rallonger la procédure d'expulsion. Donc vous pouvez confier le dossier à l'huissier de justice toute l'année. Donc tous les actes dont on a parlé jusqu'à présent, vous pouvez les faire toute l'année. Simplement, c'est l'expulsion elle-même qui ne peut pas avoir lieu du 1er novembre au 31 mars. D'accord, mais tous les autres délais peuvent quand même courir. Tous les autres délais peuvent quand même courir. Ne pensez pas que vous ne pouvez pas résilier le bail ou demander une date d'audience, ce genre de choses pendant la trêve hivernale. C'est vraiment strictement l'expulsion elle-même avec la police, etc., qui ne peut pas se faire. Mais tout le reste, il faut le faire. Donc n'attendez surtout pas. Ouais, d'où l'intérêt de se bouger les fesses dès qu'on est sûr Exactement. Que voilà. Ok, mais encore une fois, j'insiste, avant d'être sûr et avant d'entamer une procédure qui va loin, parce que ça rompt le dialogue entre nous, une procédure, à partir du moment où il y a l'huissier, etc., complètement. Le dialogue est rompu, donc là, on va loin. Avant, encore une fois, essaye au maximum de négocier à l'amiable, quoi. Exactement. J'ai vu par exemple des propriétaires qui disaient à leurs locataires, voilà,
si vous partez, je veux bien renoncer à vous demander 2 mois de loyer, 3 mois de loyer. Bon, pourquoi pas? Ouais. Après, je pense que tu peux être gagnant sur ça. À voir. Ouais, selon ça les c'est une technique aussi de marchand de biens. Tiens, je divulgue un peu les choses. Sur les enchères, souvent, tu sais, on achète des biens comme ça qui sont occupés sans droit ni titre. C'est-à-dire que ça a été vendu aux enchères, mais dedans, il y a un locataire qui est en attente d'expulsion. Donc, D'accord. plutôt que de te taper toute la procédure, tu peux faire ça à l'amiable. C'est-à-dire dire au locataire, bon, bah écoute, j'efface ta dette, tu t'en vas. Ou même, je te trouve un autre logement, tu t'en vas. Ou même, éventuellement, je te donne un billet, tu t'en vas. Enfin bref, c'est de l'amiable. Et ça permet des fois, encore une fois, d'éviter une procédure très longue et très coûteuse. Tiens d'ailleurs, au niveau des coûts, alors je sais qu'il n'y a pas de vérité universelle, parce qu'il y a des dossiers plus compliqués que d'autres, mais le coût moyen d'une procédure tout compris, de combien ça coûterait, on tourne aux alentours de combien pour toi? Voilà, alors la réponse, elle est un petit peu dans ta question. C'est vrai que tout dépend à quel moment le locataire rend les clés, etc. Si vraiment on doit aller jusqu'au bout, alors sachant qu'on a les actes de procédure, on va dire on compte également l'assignation, donc la convocation en justice du début, le commandement en clause résolutoire, si vous êtes passé par là également. En fait, vous allez régler à l'huissier également la facture du serrurier. En général, ça va être l'huissier de justice qui contacte le serrurier habituel, etc. Il y a également les frais d'intervention de la police. Ça doit être autour de 1200, 1300 euros. Ok, 1200, 1300 euros si vraiment Ouais. voilà, on est sur la grosse procédure énorme. Tout à fait, sachant que alors, le coût des actes d'huissier de justice, c'est quelque chose qui est très nébuleux, je trouve. Par exemple, pour le procès verbal d'expulsion, ça ne va pas coûter le même prix si l'huissier de justice il était sur place, par exemple, une demi-heure, c'est-à-dire qu'il est rentré, la personne n'était pas là, il a fait l'inventaire des biens, il a changé la serrure, le serrurier a changé la serrure et puis ils ont refermé. Alors que si c'est une expulsion qui va durer, je sais pas, 3 heures parce que il y a les services sociaux, que c'est très grave, la personne fait un malaise ou bon, parce que voilà, on fait pas ça en 15 minutes, on jette les gens dehors, c'est pas du tout comme ça que ça se passe évidemment. Là, ça coûte plus cher, c'est en fonction du temps passé. Donc encore une fois, le coût que j'ai dit n'est pas forcément fidèle, tout dépend vraiment vraiment de votre cas, et vous pouvez à tout moment, encore une fois, appeler l'huissier de justice, lui demander à combien vous en êtes, qu'est-ce qui va tomber comme frais encore, il est là pour vous renseigner. Ok, ça marche. Tiens, on va parler encore d'argent. Tout ce qui est protection juridique, aide juridictionnelle, etc. Est-ce qu'il y a des moyens de payer moins cher? Tout à fait. En fait, on a tous des assurances, parfois avec son habitation, véhicule, et dans ces contrats-là, propriétaire non occupant, vous avez souvent une protection juridique qui est incluse et vous n'y pensez même pas. Et ouais, on l'utilise jamais. Et oui, alors que vous la payez tous les mois correctement. Donc n'hésitez pas à vous renseigner. Bon, passez un coup de fil à l'assureur. Après, la confiance n'exclut pas le contrôle. Regardez, reprenez votre contrat, voir si vous en bénéficiez. Et je peux vous dire que là, pour la rentabilité, c'est très très bien. Ah bah c'est clair, oui. Bah oui, tu passes d'une procédure chère à zéro, donc forcément. Alors, selon les protections juridiques, soit c'est vous qui gérez avec l'huissier de justice, l'avocat, et puis vous présentez la facture à votre protection juridique. Il y en a d'autres qui carrément prennent le relais, c'est elle qui envoie le dossier à l'avocat, à l'huissier, vous n'avez rien à faire qu'à finalement attendre et espérer que ça soit fait le plus tôt possible, que le locataire rende les clés par exemple. Ok, ça marche. Donc, ouais, bien vérifier sous ces contrats. C'est vrai qu'il y a souvent sur les grosses cartes de crédit, tu as plein d'assurances. Sur la PNO, tu as des clauses que tu n'as pas vues. Et puis même sur les assurances perso, ouais, assurance responsabilité Tout civile. à fait. Ouais, tout à fait. Ok, ça peut être intéressant. Et souvent, en plus, c'est des options qui coûtent pas très très cher. Après, il faut bien lire les petites lignes parce que des fois, c'est limité aussi. C'est juste une consultation d'études et puis après, il n'y a plus rien. Voilà. Ok. Ah, tiens, je relis un peu. Toi qui nous écoutes, je te donne l'envers du décor. Hein, je suis en train de relire les notes qu'on s'était envoyées avant. Et tu me parles de ce moyen peu connu pour saisir des loyers directement sur le compte bancaire du locataire. Ça, j'adore ça. Tu parles du bail notarié? Je parle du bail notarié. Alors ça, c'est vraiment la Rolls du bail qui va vous faire gagner beaucoup de temps. D'ailleurs, dans la première discussion rentable, c'était Alex qui en parlait. C'était très très bien. J'étais vraiment épatée qu'il ait appliqué ce conseil-là. Donc, encore une fois, il a été bien entouré. Un professionnel lui a donné les bons tuyaux. Mais également, même un bail verbal tout simple peut permettre également de faire une saisie. En fait, c'est une possibilité qui est prévue par la loi pour
que les propriétaires aient confiance. Hein. Clairement, de mettre un bien en location, c'est un risque. Et là, pour une fois, c'est le propriétaire qui est protégé. Donc il faut quand même que la créance, en théorie, paraisse fondée dans son principe. Bon là, tu as le bail, donc il est évident que c'est un loyer impayé, il n'y a pas de discussion possible. Il faut également qu'elle soit menacée dans son recouvrement. Là, clairement, si tu n'as plus de nouvelles de ton locataire, que tu penses que peut-être qu'il est parti à la cloche de bois ou que tout simplement il organise son insolvabilité, il ne veut pas te payer, tu as, grâce au bail écrit, et encore mieux au bail notarié, la possibilité, quand tu donnes ces baux à l'huissier de justice, que l'huissier fasse une saisie sur le compte du locataire. Donc pareil, ça fait partie des informations importantes à prendre en amont, essayer de savoir où est-ce qu'il a son compte, votre locataire. Ok, mais alors quand tu parles il du vous bail... paye par virement, vous pouvez identifier d'où vient le virement, Ouais. par exemple. Ouais, mais quand tu parles du bail écrit par rapport au bail notarié... Alors la différence, c'est que avec le bail notarié, donc l'huissier de justice peut faire la saisie sur le compte bancaire du locataire et derrière tout de suite la convertir en saisie-attribution. Bon, c'est des termes juridiques, mais disons que vous avez l'argent beaucoup plus rapidement et sans passer devant le tribunal qu'avec le bail écrit tout simple qui n'est pas notarié. Pourquoi ? Parce qu'avec le bail écrit classique qu'ont beaucoup la majorité des gens, des propriétaires, une fois que la saisie est faite, vous devez faire les formalités nécessaires pour obtenir une décision du tribunal. Mais bon, c'est quand même bien parce que si vous devez attendre d'assigner, de faire le commandement, ceci, cela, d'obtenir au bout de 6 mois, 1 an une décision, c'est compliqué. Là, au moins, vous pouvez d'ores et déjà vous faire provisionner et rentrer un peu de sous. C'est ça, alors dis-moi si je me trompe, en gros, avec le bail notarié, tout de suite, au tout début de la procédure, tu peux rentrer des sous, alors qu'avec un bail classique normal, c'est à la fin de toute la procédure dont on a parlé plus tôt. Voilà. Alors c'est à la fin d'une procédure classique pour obtenir une décision, mais ça se passe exactement comme on en a parlé plus tôt. C'est le même schéma. Ok. C'est Donc le même le bail schéma. notarié, très bonne idée. Il faut que le locataire soit expulsé ou en cours d'expulsion, ou tu peux aussi, en parallèle, dès le début, faire en sorte d'avoir une décision pour saisir des loyers? Alors, en général, quand tu commences à faire ce genre de procédure, c'est que forcément l'expulsion, tu vas devoir le faire. Donc, tu peux déjà commencer pour, au moins avant qu'il ne soit trop tard, provisionner cette somme-là, pouvoir saisir cette somme-là et la toucher. Et après, tu vas faire ce qui concerne l'expulsion. Tu peux même le faire en même temps. D'accord. Tu peux le faire en même temps, ça, c'est pas un problème. Ok. Alors, et dans le cadre du bail notarié, alors je vais faire un petit topo parce que je me rends compte qu'on parle de bail notarié, mais j'ai pas trop expliqué. Oui, il faut réexpliquer, c'est important. Ouais, il faut expliquer parce qu'il y a plein de gens qui savent pas ce que c'est. En gros, c'est un bail, tout simple, sauf qu'il est fait par un notaire, d'où son nom, bail notarié. Et donc, du coup, il va être exécutoire, ce qu'on appelle. Alors, je vais peut-être te laisser expliquer parce que je pense que tu es meilleur que moi sur les termes juridiques, mais il est exécutoire, ça veut dire que justement, on peut saisir, c'est ça ? Exactement. En fait, il a une force juridique, si vous voulez, qui est très forte, à tel point que vous pouvez faire une exécution. Donc, ça vaut, si vous voulez, c'est le même niveau qu'une décision de justice. Donc, c'est quelque chose de formidable d'avoir ça. Et ça permet de faire une exécution. Donc ça veut dire que le premier mois, si j'ai envie, le premier mois que le locataire paye plus, ou j'attends un peu, tu vois, j'attends 2 mois, histoire d'être sûr, je peux faire boum, ok, je le saisis sur son compte bancaire. Exactement. D'accord. Et il faut que j'appelle un huissier pour ça ? Il faut appeler un huissier de justice pour ça, évidemment, oui. Ok, je lui donne le bail, il se débrouille. Le bail et également un décompte quand même de ce qu'il faut saisir. Ouais, bah oui. Tout à fait. D'accord. Alors ça, c'est génial. Alors, le bail notarié, est-ce que... Alors déjà, au niveau du coût, moi je dirais que c'est aux alentours de 150 €, c'est ça ? Tu me corriges si je me trompe, suivant les notaires, bien sûr. C'est ça. Oui, tout à fait. Après, ça peut varier un petit peu, mais c'est ce que tu dis. Oui. Ok. Et est-ce que tu l'appliquerais, toi, à toutes les locations ? Est-ce que plutôt un style de location ? Parce que souvent, moi, ce que je recommande toujours, systématiquement, c'est sur du local professionnel, du bail commercial, etc., de faire du bail notarié. Parce qu'en plus, tu peux le mettre à la charge du preneur et tu t'adresses à une entreprise ou à une profession libérale qui est capable de comprendre sans aucun problème qu'il faut qu'elle paye et tu mets un cadre juridique autour de tout ça. Alors qu'un bail notarié avec du particulier, pour une location, surtout si le loyer est faible, je sais pas, par exemple pour un studio étudiant ou un truc comme ça, est-ce que le jeu en vaut la chandelle et est-ce que tu fais pas peur à ton locataire ? Qu'est-ce que tu dirais
Moi, je suis assez partagé. Je partage cet avis. Justement, le cas où je ne le ferai pas, ça serait celui de l'étudiant, parce qu'en plus, tu as les parents derrière que tu as mis en caution, donc qui peuvent clairement se substituer aux locataires qui ne payent pas. Je pense que c'est pas forcément, ça ne vaut pas le coup. Maintenant, si ça va être un loyer plus important, pourquoi pas, mais je pense que ça fait peut-être un petit peu mauvaise impression, mine de rien. Bah, c'est ça, faut que le jeu envahisse la chandelle. Après, c'est vrai que si tu loues une villa, 1200, 1300 euros par mois, 1500, ça vaut le coup. Mais c'est vrai que ça fait un peu mauvaise impression de dire à ton locataire, ok mec, on va faire un bail notarié, quoi. C'est vrai. Ou alors, faut bien le présenter. Hein. C'est vrai. Ouais, ok, bon après l'avantage c'est que c'était hyper sécurisé, mais d'un autre côté, si tu loues encore une fois ce genre de biens chers, etc., théoriquement, avec les critères de base de sélection de ton locataire, surtout s'il y a des gros loyers, ça demande de gros revenus. Bon, est-ce que le jeu envoie la chandelle à chaque fois? Je sais pas. Donc à voir. Mais en tout cas, sur du pro, sur du bureau, sur du commercial, n'hésite pas à faire du bail notarié. Exactement. Ok. Qu'est-ce que tu dirais au niveau du... reparlons de la sélection du locataire et du locataire. Est-ce que tu as des trucs en plus, toi, des points d'attention, des trucs à demander, des trucs à faire attention que tu recommanderais aux gens, point de vue juridique? Alors, donc déjà, suivre les conseils de Yann, ça c'est clair. Ouais, ça c'est déjà bien. Non, mais c'est vrai, franchement, c'est vrai ce que tu dis. Maintenant, peut-être des petites astuces encore qui valent vraiment le coup. Mettez sur le bail ou essayez d'avoir dans votre dossier peut-être la copie de la carte d'identité du locataire, donc lui demander ses dates et lieux de naissance. Pourquoi? Parce que si vous deviez avoir une procédure, un impayé ou quoi que ce soit, ou même si après qu'il soit parti, il y a des dégradations qui dépassent le montant du dépôt de garantie qu'il vous avait laissé, vous devrez le poursuivre. Et donc en fait, grâce aux dates et lieux de naissance, l'huissier de justice a accès au fichier des comptes bancaires, donc il peut identifier où une personne a son compte. Ah, là c'est intéressant ça. Mais pas seulement. Il y a également l'administration, donc qui détient toutes nos données, qui est notre employeur, où est-ce qu'on a notre compte, où est-ce qu'on est propriétaire, etc. L'administration vous répondra bien plus volontiers avec les dates et lieux de naissance. Et même pensez tout simplement à l'exemple des homonymes. Comment savoir si Jean de prénom, Marc de nom, c'est bien le même que votre locataire. Jean-Marc, il doit y en avoir 250 000. Okay. C'est ça. Ensuite, voilà, tout ce qui concerne la situation professionnelle, évidemment, on en a parlé. Et puis la situation matrimoniale. Pourquoi? Parce que votre locataire, il rentre seul dans le logement. Vous faites le bail à son nom uniquement. Et puis, il a de la chance, il se trouve une copine, un copain, il se marie ou il se paxe. Est-ce qu'il a de la chance? Je sais pas. Alors, du coup, comment vous faites? Comment est-ce que vous pouvez le savoir? Si vous devez donner congé, comment ça se passe? Si vous devez faire une procédure, comment ça se passe? Alors, la réponse, elle est simple. Hein. Par le mariage ou par le PACS, la nouvelle personne devient ce qui s'appelle co-titulaire du bail. Tout à fait. Donc, il devient comme un locataire, même s'il n'est pas sur le bail d'habitation. Si vous êtes officiellement informé en tant que propriétaire de cette nouvelle situation matrimoniale, là, vous n'avez pas d'excuse, il faudra bien adresser votre congé ou vos lettres, vos actes aux deux personnes. Sinon, vous pouvez vous exposer après à des soucis juridiques qui peuvent mettre à néant des procédures. Et oui, c'est le fameux vice de procédure. Exactement. Comme quoi, maintenant, si vous n'êtes pas au courant, ce qui est souvent le cas, je veux dire, vous n'êtes pas là pour connaître la vie privée de votre locataire, si vous n'en avez pas informé, si vous donnez congé à un seul, ça sera valable à l'égard de l'autre. Ok, ça marche. Et si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à relever auprès de l'état civil un extrait de naissance. Bon, après, je vais un petit peu loin parce que je suis une juriste et que j'imagine toujours le pire. Ça, c'est de la déformation professionnelle. Mais vous pouvez relever un extrait de naissance sans filiation, sans justifier de votre nom ou de votre qualité. Ok, sachant que de toute façon, moi, ce que je fais, c'est que je demande une pièce d'identité de tous les titulaires du bail. Comme ça, on règle un certain nombre de problèmes sur date et lieu de naissance, etc. Tu as le droit légalement, il n'y a pas de souci de demander. Tu as le droit, il n'y a pas de souci. Mais combien de beaux je vois à l'étude sans date et lieu de naissance? Et ils sont incapables de me dire, les propriétaires, où est-ce qu'ils sont nés, lieu de naissance. Je leur dis pas que ça va être peut-être problématique pour la suite.
parce qu'après, ce qui va les sauver, c'est que leur locataire avait un nom un petit peu original, ou voilà, donc on le retrouvera toujours, mais faire Comme attention quoi, à tu ce petit vois, détail. comme quoi les propriétaires qui sont à qui t'as affaire, déjà dès le début, ils cherchent, j'ai envie de te dire. Ils font pas les choses Ouais, ils sont un correctement. peu légers, c'est dommage. Pareil, peut-être qu'il vaut mieux peut-être avoir un mois de vacances locatives et trouver quelqu'un d'un peu mieux, un meilleur profil. Ah ouais, ça c'est intéressant, ça c'est vrai. Moi, c'est vrai, j'ai le double discours, alors faut que je modère mes propos, mais c'est vrai, tout le temps je dis anticipe pour pas avoir de vacances, le moins de jours possible, mais d'un autre côté, quand tu as un logement libre, moi ça m'arrive en ce moment, là, j'en ai un qui est en relocation, ça va faire 2 semaines, et ben c'est pas grave. C'est-à-dire que si tu trouves pas la bonne personne, si tu sens que c'est bizarre, tu vois, Mm. si tu sens qu'il y a un... ben, vaut mieux pas louer, et louer dans 2 semaines plus tard, que louer tout de suite parce que tu te dis faut que je loue, faut que je loue, faut que je loue. Parce que, et là tu es bien placé pour le savoir, le bail est un contrat. Et on a parlé avant de toutes les protections du locataire, le bail est un contrat. Donc, encore une fois, je ne vais pas diaboliser, elle va faire flipper cette Non, vidéo, bien Claire, hein. sûr. Mais Il faut essayer voilà, d'aller au-delà de sa peur. Après, je ne suis pas encore propriétaire, mais je le deviendrai. Mais voilà, je vois que c'est une peur chez les personnes. Votre bien, s'il est génial, s'il est de qualité, ayez confiance. c'est ça. Ayez confiance, ne faites pas par contre confiance au premier venu, il faut faire C'est ça, attention. c'est important de choisir la bonne personne. Des fois, elle se présente tout de suite, des fois, elle se présente une semaine après. Et ben écoute, voilà, elle se présente une semaine après. Mais il faut garder en tête que le locataire, une fois qu'il est dedans, s'il est bon et qu'il est bien, et ben on est tranquille pendant des mois, voire des années. Alors que si il pose problème, et ben la situation peut vite se transformer. Donc voilà. Il faut arriver à mettre le curseur au milieu. Exactement. Très bon Euh, conseil. on a parlé rapidement d'état des lieux. Est-ce que tu as deux, trois astuces pour tout ce qui est état des lieux? C'est vrai que c'est toujours compliqué quand il faut garder un bout du dépôt de garantie de la caution dont on parlait tout à l'heure. On peut l'appeler comme on veut. Ouais. Euh, Moi, c'est vrai que je joue pas mal carte sur table. Quand j'ai des papiers justificatifs, je les donne, voilà, pour expliquer pourquoi, comment. Euh, Toi, tu dirais vraiment si on devait cadrer la procédure au plus juste. Encore une fois, il y a la loi et l'esprit de la loi, hein. Des fois, la loi, elle dit qu'il faut qu'on fasse plein de choses et on fait pas tout. Eh Mais, oui. mais disons que si on devait vraiment tout bien suivre, ça serait quoi la procédure pour tout ça, pour garder un bout de caution ou la totalité d'ailleurs? Très bonne question. Très bonne question. Je pense qu'il faut essayer toujours dans la mesure du possible de le faire à l'amiable, euh, d'essayer d'être honnête intellectuellement, comme tu disais, avec voilà, bah, l'usure, bon, voir si les gens sont corrects. Bon. Maintenant, si vraiment on devait rapprocher ça par rapport à l'huissier de justice, alors état des lieux d'entrée par huissier de justice, en fait, ça va être un moyen de preuve incontestable, enfin très difficilement Non, contestable. mais ça, personne le fait. Ça, personne ne le fait. Nous, on est en pratique, on est appelé surtout pour les états des lieux de sortie. Alors pareil, je me dis, est-ce vraiment utile? Parce que parfois, on est appelé à des états des lieux de sortie avec les propriétaires et les locataires qui sont présents, alors que l'état des lieux d'entrée a été fait voilà, à l'amiable. Bon, ça va être un petit peu difficile de comparer forcément les deux. C'est un petit peu particulier. Après, souvent, les gens qui font appel à l'huissier de justice pour l'état des lieux de sortie, c'est quand ils savent qu'il y a des gros dégâts et que leur assurance va les rembourser seulement sur présentation d'un constat d'huissier, ou quand carrément ils veulent pas du tout être là à la remise des clés, ils préfèrent que l'huissier de justice les représente parce qu'ils ont un gros cas en face qu'ils veulent plus les voir. Ok. Voilà. Ah oui, ça arrive, ça, c'est vrai, des gens qui veulent pas aller à l'état des lieux de sortie, ouais. Mm, mm. Parce que c'est un peu clash avec le locataire. Voilà. Mais par contre, je pense que le constat d'huissier de justice à l'entrée peut être aussi important. Et puis, ça peut très bien être fait à l'amiable. Enfin, je veux dire, les deux parties sont d'accord de prendre un huissier de justice à l'entrée. Mais bon, encore une fois, c'est vrai qu'on va pas se mentir. J'ai envie de prêcher pour ma paroisse. Mais bon, d'un autre côté, tu fais venir un huissier de justice déjà à l'entrée dans les lieux. Bon, c'est Ouais, juridique. Ça fait une mauvaise image et tout. Hein, ça, Ah bah c'est vrai que ça fait le mec carré, hein. Parce que si tu fais voilà. un bail notarié plus... Ils vont fuir, attention, ils vont fuir. Ah là, le locataire, il dit, faut pas que je bouge une oreille, quoi. Ok, bon, ça marche. Mais c'est vrai que ouais, pour la sortie, faut essayer d'être... bon, la vétusté, voilà, si ton locataire, il est resté 5 ans, bah, c'est normal que ça s'use un petit peu. Je distingue toujours la vétusté du vraiment un truc cassé. Bon, un truc cassé, il est cassé, quoi. Un sommier cassé, bon, bah, faut le changer, tu vois, voilà. Ça m'est arrivé aussi, bon, un sommier cassé...
voilà, tu factures un sommier, c'est pas la fin du monde, quoi. Ok. Est-ce que tu as des trucs auxquels je pense pas? Est-ce que tu as 2-3 conseils sur tout ce qui est un peu annexe, mais qui reste du domaine de l'immobilier, comme par exemple la relation avec les entreprises, tu vois, ou je sais pas, quelque chose. Oui. Ouais, hein, j'imagine que tu en as plein, donc c'est pour ça que je te pose la question, je te rassure, elle est Oui. orientée. Oui, bien sûr, Dis-moi. j'en ai plein, oui, je sais pas, mais en tous les cas, là, je pense à quelque chose par rapport aux entreprises, Ouais, où l'huissier de justice peut être également très utile, et il faut y penser. C'est quand vous avez un chantier, voilà, vous allez faire un bien de qualité et tout, et vous avez les différents corps de métier qui se succèdent, mais sauf qu'il y en a un qui se présente pas. Donc un jour, 2 jours, bon, mais sauf que là, ça fait plusieurs semaines ou quelques jours de trop qu'il ne vient pas. N'hésitez pas, appelez un huissier de justice pour faire un constat d'abandon du chantier. ok, donc là c'est carrément ton artisan qui s'est barré, quoi. Ouais, ça peut arriver. Bon, encore une fois, c'est d'où l'importance d'être présent sur le chantier, de faire l'emploi du temps, tout ce que tu recommandes et tout, c'est clair. Euh, mais bon, ça peut servir. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous avez ce constat-là, vous pouvez demander à faire appel à un nouvel artisan pour le remplacer, aux frais de l'ancien artisan qui a abandonné le chantier. Ok. Là, j'ai l'impression d'être devant combien ça coûte, tu sais quand. Non, Non, je mais sais plus après, quelle encore une émission fois, avec Julien attention. Courbet, là, tu sais, quand t'as l'artisan qui s'est barré, qui a laissé la maison à moitié finie. Voilà, après, encore une fois, on parle de cas. Ma réalité n'est pas la réalité objective. C'est parce que je vois ces cas-là à l'étude toute la journée, Bah mais oui, mais je c'est vous normal, rassure. quoi. C'est important qu'on en parle, parce que voilà, on veut encore une fois aller dans tous les domaines de l'immobilier, donc tu fais très bien d'en parler, hein. Ok, donc c'est un artisan qui abandonne, encore une fois, boum, huissier de justice qui constate, et après on lui met la pression pour qu'il revienne, ou s'il revient pas, tout sera à ses frais. Voilà, exactement. Ça, il faudra le demander en justice, mais bon, vous l'obtenez. Mais souvent, rien que la présentation du constat fait bouger les artisans, parce qu'ils le savent très bien, hein. Ils Ouais, le de toute savent très façon, en bien. général, quand tu as une lettre avec le petit tampon de l'huissier en haut, là, Et oui, hein, et en oui, général, ça marche tout bien, à ça, hein. fait. En tout cas, j'espère vraiment ne pas vous avoir inquiété. Au contraire, je pense que c'est important quand on est un investisseur rentable de connaître ces choses-là pour en avoir moins peur, parce que ceux qu'on connaît, on en a moins peur, Tout à fait. et puis anticiper. Ouais, non, mais c'est clair. Et puis de toute façon, ça reste de l'immobilier. Enfin, moi, je sais que les gens qui suivent cette chaîne, ce blog, ce podcast, ce que tu veux, ils veulent aller plus loin, comme toi d'ailleurs, comme moi, comme tout le monde. On est tous dans cette quête d'en apprendre plus. Et même si ça m'arrive jamais, je suis content de le savoir, tu vois. Et tout à fait, tout à fait. Ok, Je- tiens, j'ai une dernière question par rapport au constat d'huissier. Est-ce que on peut, je me pose souvent la question, moi, si par exemple, je sais pas, euh, t'as un artisan qui a fait des dégâts sur, je sais pas, allez, il était dans son camion, tu vois, il a reculé, il a cassé le portail. Ou, je sais pas, la porte automatique du garage, elle s'est fermée, elle a rayé une voiture, Mm. etc. Est-ce que pour ce genre de constatation, on peut faire appel à un huissier? Est-ce que ça prouve quelque chose? Est-ce que ça aide ou pas? Alors, un constat d'huissier de justice, ça va être une photographie d'une situation à un instant T. Donc l'huissier de justice, il va venir, il va dire, voilà, je vois qu'il y a le dispositif d'ouverture de la porte qui ne fonctionne plus, ceci est abîmé, ceci, cela, voilà. Mais il pourra jamais dire que c'est de la faute de l'artisan. Après, si vous faites le constat du huissier de justice avec l'état de la chose qui a été abîmée, vous joignez peut-être des attestations, des lettres, ou voilà, ça peut aussi faire bouger à l'amiable la personne qui a fait ça, ou son assurance, ou bon. Mais c'est difficile, l'huissier de justice, tu vois, il peut pas dire, ah bah c'était lui, mon client, il m'a dit que c'était lui qui a causé le dommage. Ouais, tout à fait. Non. Donc, utile, oui, ça, toujours, ça va être une preuve très forte. Mais peut-être pour obtenir de celui qui a causé le dommage de faire réparer ça, et puis par son assurance, hein, je veux dire, si c'est un artisan, une entreprise, il a une assurance pour ça. Tout à fait, ouais, les assurances professionnelles, ouais. C'est aussi pour ça que c'est bien de bosser avec des pros. Et pas, alors on l'a tous fait, hein, faire appel à des mecs au black, le beau-frère, la belle-tante, mais il faut savoir qu'il n'y a pas d'assurance. Donc il faut croiser les doigts. Ok, bah écoute, c'est plutôt cool. Je pense qu'on a tous appris plein de trucs. Il t'en reste?
Là, comme ça, non. Maintenant, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à vous renseigner auprès des huissiers de justice, qui sont des gens très sympas, contrairement à ce que beaucoup d'autres pensent. Quand t'es du bon côté. Tout à fait, quand tu es du bon côté, mais bon, on est là pour conseiller aussi utilement les personnes. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre huissier de justice préféré, d'en trouver. Il y en a qui ont des sites internet, des blogs. Voilà, n'hésitez pas, c'est au feeling. Même les clercs d'huissier sont sympathiques, j'espère que j'aurai su le prouver ce soir. Carrément, là, tu vois, t'as remonté la profession dans la tête des gens. Je l'espère, parfait. Non, mais c'est vrai que souvent on voit les huissiers un peu comme dans les films, hein, tu sais, Ah oui, le gros cliché. ouais, le mec grincheux, bossu avec les lunettes sur le bout du nez, là. Alors en plus, les propriétaires, là c'est vraiment chouette que je puisse parler avec toi et échanger. En fait, les personnes, quand on parle, voilà, donc quand je parle de ce que je fais, ils se mettent toujours du côté du petit locataire qui ne paye pas, etc. Mais rendez-vous compte que derrière, vous avez peut-être aussi un propriétaire qui compte là-dessus pour vivre, pour faire vivre sa famille, etc. Ouais, et puis qui a un crédit, qui a bossé pour ça, Ah etc. oui, oui, tout à fait, ouais. Donc ça, les gens, ils oublient un petit peu. Donc, Ok. Bon, bah écoute, Claire, je te remercie beaucoup, beaucoup, beaucoup pour tous tes conseils et toute cette discussion. avec plaisir, Yann. On peut te retrouver sur ton blog, donc recouvrement-facile.com. Je mettrai les liens un peu partout. Tu nous as ouvert l'esprit sur les huissiers et sur le métier. Encore une fois, j'insiste, à toi qui nous écoutes, c'est l'épisode de la peur. Il faudrait que je mette, tu sais, je vais mettre une vignette avec du sang qui coule, tu sais, huissier de justice. C'est juste. Non, mais c'est vraiment les cas extrêmes qu'on a abordés. C'est les cas extrêmes, ouais. Vraiment pas souvent comme ça. Mais bon, c'est important de le savoir et merci beaucoup pour ça. On se retrouve très bientôt sur cette chaîne et je te dis à bientôt, Claire. Ciao. À bientôt.